janvier 1996, 23h15, Argenteuil. Une personne de sexe féminin est découverte, gravement blessée, à son domicile. Il s'agit de Marie-Madeleine Révillon, âgée de 84 ans. Retrouvée quasiment nue, sa tête repose sur le lit, les bras ligotés dans le dos par son pyjama. Son corps est couvert d'hématomes. La victime est inconsciente, mais vivante. Les secours tentent de la réanimer et la transportent immédiatement au service des urgences de l'hôpital d'Argenteuil. Lorsque nous arrivons sur la scène de crime et que nous apprenons que la victime était vivante au moment où l'auteur a quitté les lieux et que cette victime a subi des soins, des premiers soins, des secours, pour nous il est essentiel de connaître quand même la position de la victime au moment où les secours sont intervenus, de connaître les soins qui ont été effectués sur la victime afin de ne pas fausser nos constatations. Par exemple, si la victime n'est pas accessible ou s'il a fallu déplacer le corps pour lui prodiguer des soins, les secours vont nous dire exactement ce qu'ils ont touché, ce qu'ils ont déplacé, afin que nous puissions effectuer de bonnes constatations. La police judiciaire de Versailles est dépêchée sur la scène du crime pour effectuer les premières constatations. On m'appelle, on me dit voilà, donc il y a une personne qui a été découverte gravement blessée à son domicile à Argenteuil. C'est une dame âgée, l'appartement est fouillé, elle est gravement blessée, elle est partie à l'hôpital. Voilà, donc la PJ est saisie, Magas criminel est saisie, et donc dans ce cadre-là, on se transporte sur les lieux. Le logement de la victime, composé de 3 pièces, est un véritable champ de bataille. Le sol est jonché de divers objets brisés, de vêtements éparpillés et de touffes de cheveux gris, probablement ceux de la victime. Un appartement en grand désordre, avec visiblement la fouille des meubles, des choses éparpillées un petit peu partout au sol, des traces de sang. La police technique et scientifique prélève les touffes de cheveux arrachées dans le salon, la cuisine et la chambre. Elle les place sous scellés. Sur le sol, les techniciens remarquent de nombreuses taches de sang, ce qui indique que la scène du crime s'est déroulée dans les 3 pièces de l'appartement. La scène de crime s'est déroulée dans la totalité de la maison et que voilà, elle a subi des coups à tel endroit, elle a subi d'autres coups à d'autres endroits, encore d'autres coups à d'autres endroits. Donc on a 2 éléments. Déjà une mobilité de la scène, ce qui interdit un acte de violence soudain et qui se stoppe aussitôt. On a donc soit l'agresseur qui agresse, qui continue d'agresser, qui bouge avec sa victime et qui l'agresse encore à nouveau, ou alors une agression, une tentative de fuite vers un autre endroit, une deuxième agression, une tentative de fuite, 3e agression. C'est les 2 éléments pour l'instant qui restent, mais en aucun cas, parce que souvent on a un agresseur qui va arriver, qui va nous décrire un acte de violence soudain dû pour une raison quelconque et qui ensuite il arrête. Là, la première lecture nous dit que non, on n'est pas face à ça. On est face à une agression qui a duré dans le temps et où les successions, où les scènes de violence se sont succédées les unes aux autres. Dans la cuisine, à gauche du radiateur, se trouve une importante trace de sang. Les techniciens procèdent au prélèvement. Les premiers intervenants vont parler d'une grosse trace au-dessus d'un radiateur et c'est la trace sur laquelle ils vont faire des prélèvements. Malheureusement, nous n'avons sur cette trace que l'élément grosse trace. À cette époque, en 1996, lorsqu'on veut relever une trace dans le but d'un ADN, on va plutôt aller vers une grosse trace, entre guillemets, qu'une toute petite trace, parce que au moins dans la grosse, on est sûr d'avoir assez de matière pour faire un ADN. Je pense que c'est pour cela qu'il s'est dirigé vers cette grosse trace sans donner plus d'explications sur la morphologie. La police technique et scientifique cherche aussi à révéler des traces papillaires. La mobilité de la scène du crime fait penser que l'agresseur s'est déplacé et a pu toucher de nombreux objets. Tout l'appartement est donc passé au peigne fin. On lève des empreintes, mais on ne sait pas dans l'immédiat si elles vont être pertinentes ou pas, si ça aboutit à une identification ou pas. Car pour aboutir à une identification, il faut que les empreintes papillaires révélées soient déjà enregistrées au fichier automatisé des empreintes digitales. En d'autres termes, il faut que les traces prélevées sur la scène du crime appartiennent à une personne qui a déjà été interpellée.
On cible quand même les relevés sur les objets qu'on suppose que l'auteur a touchés. Hein. On va cibler les zones que les personnes touchent en rentrant dans un appartement, c'est-à-dire la porte, la poignée de porte, les objets, les tiroirs s'ils sont verrouillés, le téléphone. La difficulté dans ce genre de choses, c'est de savoir qu'on a tout traité. Voilà, qu'on n'a pas oublié un objet qui pourrait justement malheureusement avoir été manipulé par l'auteur des faits et donc on aurait oublié, quoi. Les techniciens prélèvent dans l'appartement de la victime plus de 50 empreintes de doigts. Et, petite originalité, ils prélèvent aussi ce que l'on appelle une empreinte palmaire. C'est une empreinte de l'intérieur de la main, la paume. Cette empreinte se trouve sur le rebord de fenêtre en bois du salon. Sur un rebord de fenêtre, on va utiliser, si c'est sur les lieux de crime, on va peut-être utiliser de la poudre pour matérialiser la trace. Hein, ce qu'on voit là aussi dans les séries télé, avec du doigté, on va saupoudrer une poudre dont la couleur sera compatible avec le support, de façon à créer un contraste important, et puis on matérialisera la trace papillaire, et la trace palmaire en l'occurrence. En général, les rebords de fenêtre, bon, dans les appartements, en général, ils sont peints ou vernis, hein, donc ça se prête effectivement à une révélation de traces papillaires. La police va également prélever, dans les 3 pièces de l'appartement, des mouchoirs en papier tachés de sang. Des mouchoirs ensanglantés, on s'y attend pas, c'est pas un élément qu'on a l'habitude de rencontrer. Alors sur ces mouchoirs, donc, il y a des traces de sang. Il y a des traces de sang, pourquoi? Est-ce qu'ils ont été en contact avec une blessure? Est-ce qu'ils servaient à éponger une blessure? Ou est-ce qu'ils étaient présents sous une blessure, et donc les traces passives sont venues souiller ces mouchoirs? Ou alors la victime comme l'auteur l'ont utilisé pour essuyer une arme ensanglantée, ou la victime s'est essuyé le front avec. À travers la forme des traces de sang, il n'est pas possible d'identifier l'acte d'une victime se soignant ou l'acte d'un agresseur se nettoyant. Dans le salon, la police technique et scientifique saisit également des éclats de verre et un sac à main vidé de son contenu. Ces 2 éléments sont placés sous scellé. Dans la chambre, lieu où Marie-Madeleine Révillon a été retrouvée, les techniciens saisissent le bas de pyjama de la victime, avec lequel elle a été retrouvée ligotée. Ils placent aussi sous scellé un couteau de cuisine, muni d'une lame de 14 cm présentant des traces de sang. Le couteau est envoyé au laboratoire. Les enquêteurs espèrent que les analyses permettront d'isoler l'ADN de l'agresseur. Alors que les premières constatations se terminent, la vieille dame décède à l'hôpital. Il est 2h15 du matin. Marie-Madeleine a agonisé plus de 3 heures. Son corps est transporté au service médico-légal de Garches pour être autopsié. À l'examen externe, le médecin légiste note en premier lieu la taille et le poids de Marie-Madeleine. 1,46 m et 38 kg. La victime était particulièrement vulnérable. Et le légiste dénombre sur le cadavre d'importantes lésions. Ce qui frappe sur le corps de Marinette Révillon, c'est le nombre de lésions. On a un ensemble d'associations de fractures sur les côtes, à la limite des arcs moyens et des arcs antérieurs, qui commencent à la première côte, qui vont jusqu'à la 5e, 6e côte. Sur la région frontotemporale droite, on a une plaie. Bon, c'est pas une plaie énorme, mais c'est une plaie quand même. Les hématomes sont quand même des hématomes larges. Bon, c'est vrai que les personnes âgées ont peut-être plus facilement tendance à saigner, mais c'est surtout leur association qui va faire la gravité des violences. C'est vraiment la traduction d'un déchaînement de violence sur une personne qui a toutes les apparences d'une personne vulnérable. Petit gabarit, petite taille, corpulence plutôt menue, personne âgée. Cela démontre à la fois un acharnement et le fait que l'auteur a réellement pris son temps pour faire tout ça. Il faut beaucoup de temps pour porter 20 coups. Il faut du temps pour porter un coup qui va fracturer la mandibule. Il faut du temps pour s'asseoir ou sauter à pieds joints sur la cage thoracique de la victime. L'examen externe révèle également une plaie superficielle au niveau de la hanche gauche de 5 mm de longueur, due à un instrument coupant. Dans le rapport d'autopsie, on note l'expression « une plaie en queue de rat ». C'est une caractéristique des plaies par arme blanche qui ont une action tranchante. Avec une arme blanche, on peut soit couper dans un mouvement comme ceci, soit piquer.
Alors quand on coupe, la plaie va d'abord être profonde pour ensuite se terminer superficielle. Et on va donc avoir une plaie avec une espèce d'ovale, qui est la tête de la plaie, le début, suivie d'une queue très fine, comme la queue du rat. Cette blessure en queue de rat est une coupure superficielle. Elle n'est donc pas à l'origine de la mort de Marie-Madeleine Révillon. L'auteur des faits s'est servi du couteau pour intimider sa victime, pas pour la tuer. L'autopsie se poursuit. C'est-à-dire que cette personne n'a pas fait une hémorragie interne au sens où on l'entend d'habitude, mais elle s'est quand même vidée de son sang dans ses parties molles, du fait des coups. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les violences conjugales sur un espèce d'acharnement, par exemple de l'homme sur la femme, la répétition des coups qui entraîne cette spoliation sanguine. S'il y avait eu moins de coups portés, elle avait beaucoup de chances d'en réchapper. Parce qu'on n'a pas de lésion majeure. On n'a pas de lésion qui entraîne la mort par une atteinte d'un organe, une atteinte vitale d'un organe. Le médecin légiste est formel. C'est le nombre important de lésions sur tout le corps qui est la cause directe du décès. Marie-Madeleine Révillon a été battue, martyrisée, suppliciée. Ses cheveux arrachés par poignées sont l'une des caractéristiques reconnues de la torture. Même chose pour la plaie superficielle par arme blanche. Le médecin cherche alors sous ses pieds des traces de brûlure, autre élément typique des cas de torture. Ce déchaînement de violence sur une personne aussi vulnérable motive particulièrement les policiers. À l'époque, moi, j'ai 3 ans de brigade criminelle à peu près. Hein. Bon, des affaires, on en a vu d'autres depuis, hein. Mais l'assassinat d'une vieille dame de 80 ans avec les scènes de crime dans cet état-là, on voit qu'elle a été battue, que des cheveux de cette dame sont encore collés au plafond, si je me souviens bien, que tout est retourné, qu'il y a eu des traces de lutte. Une vieille dame de 80 ans, en principe, elle n'a pas à mourir comme ça. Donc c'est toujours hyper intéressant, entre guillemets, c'est malheureux à dire, mais pour des techniciens comme nous, c'est toujours intéressant quand ça se passe de cette façon-là. Cela fait 2 jours que Marie-Madeleine est morte et pour l'instant, le mystère reste entier. Il n'y avait pas de billes, il n'y avait pas de piste. Donc une vieille dame comme ça qui se fait tuer de cette façon-là, moi je m'étais dit, il faut absolument qu'on arrive à sortir ça. On est là pour ça. 8 jours après les faits, c'est la déception à la police judiciaire de Versailles. Les résultats des prélèvements tombent. Toutes les traces papillaires et tout le sang analysé à partir des scellés appartiennent à Marie-Madeleine Révillon. Seul espoir, l'empreinte palmaire relevée sur le rebord extérieur de la fenêtre du salon. L'empreinte palmaire, elle donne rien pour l'instant, et pour la bonne raison que dans le cadre des relevés systématiques d'empreintes des gens qu'on place en garde à vue, on prend les empreintes des doigts systématiquement. Et on ne prend pas systématiquement les empreintes palmaires. C'est un protocole. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Le protocole dit qu'on prend les doigts, des 2 mains. Le souci, c'est qu'en France, il n'y a pas de fichier d'empreinte palmaire à l'époque. Et donc, on n'a aucun moyen de rentrer cette empreinte dans un fichier comme c'est faisable aujourd'hui pour les empreintes digitales, hein, qu'on appelle le FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales. Et donc, on n'aura qu'un seul moyen de savoir à qui est cette paume, c'est quand on l'aura comparée avec la personne à qui elle appartient. Et c'est tout. Au départ, quand on n'a pas, on ratisse toute la vie et tous les éléments qu'on a. Là, c'est le voisinage total, donc c'est les pavillons à côté, c'est la famille, c'est les connaissances de la personne, c'est les collègues de police, la police locale qui peut nous dire si effectivement il y a des gens qui sont connus pour des casses dans le coin ou pas du tout, s'il y a des choses particulières qui sont produites la nuit, s'il y a des gens qui ont été contrôlés dans le coin. À côté du domicile, il y avait un bar. Et donc, à ce sujet-là, on a eu déjà une petite avancée concernant un individu qui aurait été vu dans la soirée de façon très floue, hein, sans grande description qui permet d'identifier immédiatement, donc devant le domicile. Donc les collègues qui sont allés dans ce fameux bar à côté donc sont tombés sur le gérant du bar qui, par bonheur pour nous, par malheur pour l'auteur, juste au moment où, quasi au moment où ça s'est passé,
avait besoin d'aller dans sa réserve pour aller rechercher des bouteilles pour s'approvisionner. Sur le trottoir, le gérant du bar aperçoit furtivement la silhouette d'un homme qui semble s'enfuir, un objet encombrant dans les bras. Inquiet, il appelle aussitôt la police. Il n'y a pas tellement de pistes au départ dans cette affaire. Il n'y a pas tellement de pistes, si ce n'est que tout se passe à Argenteuil et qu'on a un signalement qui est donné par le monsieur qui tient le café juste à côté de cette vieille dame. Et on travaille sur le signalement qui est quand même, ma foi, assez banal. Le signalement, c'est un type à 1m70, corpulence normale, apparemment les cheveux bruns. Il le voit de dos en train de s'enfuir. Donc autant vous dire qu'il est déjà pas capable de le reconnaître. Pour la police, impossible de dresser un portrait robot. Les enquêteurs doivent poursuivre leurs recherches. À Argenteuil, la nouvelle du meurtre de Marie-Madeleine Révillon, surnommée par tous Marinette, se répand comme une traînée de poudre. La vieille dame était une figure locale, journaliste dans l'hebdomadaire de la ville. La première personne qu'on a pensé appeler, c'était moi, parce qu'on savait que j'étais assez proche de Marinette. J'étais vraiment stupéfait, je n'aurais pas imaginé que ça puisse se produire. Alors Marinette, d'abord, c'est une toute petite femme. Elle est très extravertie dans le travail, très introvertie en ce qui la concerne. C'est-à-dire, on ne sait pas grand-chose sur sa vie. Elle n'a pas envie d'en parler. Marinette vit seule à Argenteuil depuis 40 ans. Ce qui était quand même son grand secret, c'est qu'au départ, il y avait un immense chagrin d'amour. C'était comme ça à cette époque. Marinette, elle est née juste avant la Première Guerre mondiale. Il y avait des femmes qui avaient un grand amour qui ne réussissaient pas à se faire, à se concrétiser pour X, Y raison. Et puis elle ne s'en remettait pas. Et donc elle est restée seule toute son existence avec cette histoire qu'elle a essayé de gérer au mieux à sa façon, donc en remplissant sa vie d'autre chose, du journalisme. C'était un personnage, tout le monde la connaissait à Argenteuil. Dans tout le quartier, tout le monde connaissait Marinette. Les gardiens, tout le monde voit Marinette. Salut Marinette, bonjour Marinette. Ouais, elle est arrivée avec son petit vélo noir, là, bon. C'est le prototype des journalistes local qui est complètement immergé dans sa société. Et non seulement elle veut voir tout le monde, mais tout le monde va la voir. C'est la vedette, en quelque sorte, à chaque manifestation. C'est la personne importante, celle qui va faire l'article, que tout le monde va lire. Alors Marinette, elle est tout le temps à la police. Il faut se représenter qu'elle est, en quelque sorte, une petite fille du commissariat. Moi, à l'époque, je n'étais pas policier, j'étais scribouillard, moi, au commissariat, vous savez. Je remplissais les registres, je répondais au téléphone, j'allumais le poêle à charbon du commissariat, enfin bref. Et Marinette, bon, venait là d'une manière très discrète et tout. Il y avait des atomes crochus entre nous. Oui, j'avais beaucoup de sympathie pour elle, voilà, voire de l'amitié. Elle pourrait presque être un personnage d'un roman de Simenon. Ce serait typique de cette atmosphère, de ce côté à la fois bon enfant et un peu brutal quand même, et en même temps très fraternel. Marinette, c'était une institution, un chêne qu'on n'abat pas comme ça. Les enquêteurs découvrent que Marinette Révillon a passé sa vie à rédiger des articles sur des faits divers. Des crimes, des décès, des cambriolages en tout genre remplissent le quotidien de la journaliste. Marie-Madeleine passe le plus clair de son temps au commissariat d'Argenteuil à traquer l'info. Pourtant, dès le début de l'enquête, les policiers découvrent que la spécialiste des faits divers faisait confiance à tout le monde. Elle était très confiante finalement. C'était pas la femme à se barricader bon, elle faisait confiance. Comment ça a pu se produire? On a affaire à une énigme. J'étais vraiment scandalisé, je comprenais pas. Je comprenais pas. Qui avait un motif de vengeance? Les enquêteurs épluchent les articles rédigés par Marinette dans l'espoir d'y trouver un motif de vengeance. Et si la vieille dame s'était attiré les foudres d'un criminel épinglé par sa plume? Mais Marinette n'a aucun ennemi. L'enquête de personnalité révèle au contraire une vie simple et modeste. Là, on se rend compte que vraiment, c'est une personne qui vivait un petit peu recluse, c'était un petit peu retirée chez elle-même. Bon, quelqu'un de très gentil qui accueillait les gens, qui apparemment s'est un petit peu abusé. Donc quelqu'un avec un aspect facile qui laissait rentrer des gens. On aurait pu croire effectivement dans ce cadre-là que ça aurait pu être une aide ménagère ou qui profite de la faiblesse de la personne.
Mais bon, ces gens-là ont été entendus et visiblement, c'était pas eux. Ça semblait être quelqu'un d'extérieur qui était venu, et donc il fallait chercher sur un motif crapuleux complètement différent de l'entourage de la personne. Les enquêteurs découvrent que le seul élément volé à la victime est une vieille télévision en noir et blanc. Télévision qu'ils retrouvent abandonnée sur le trottoir à 20 mètres du domicile de la victime. La police ne comprend pas. Il semblerait que le crime n'ait aucun mobile. Et puis il y a des choses bizarres dans ce dossier, il y a la télévision qui est retrouvée à l'extérieur, qui n'a rien à faire là. Rien n'est volé à l'intérieur à part cette télé parce que manifestement il n'y a pas grand chose à voler. Enfin bon, bizarre. Sur la télévision, la police technique et scientifique ne retrouve aucune empreinte hormis celle de Marinette. Son enquête de personnalité n'apporte aucun élément nouveau. Les auditions du voisinage non plus. Les policiers continuent leurs investigations. Une vieille dame torturée, des touffes de cheveux de la victime, un couteau de cuisine taché de sang, un sac à main vidé de son contenu, une télévision volée et abandonnée aussitôt. L'enquête des policiers piétine. On a des éléments avec les fichiers de police locaux concernant des jeunes qui traînent dans le quartier, qui font des conneries, comme on dit vulgairement, des cambriolages, des agressions. Et on a donc une bande qui traîne dans un quartier défini avec une liste de noms, qui, bon, pour l'instant, il y en a plusieurs qui peuvent correspondre, hein, avec un signalement très vague. On se dit oui, celui-là, pourquoi pas l'autre. Voilà, on a des noms qui apparaissent, mais on n'a pas d'éléments particuliers qui nous rattachent donc l'auteur potentiel à la victime. Assez rapidement, on avait fait tout ce qu'on pouvait faire. Hein, autant la personne était la victime que le voisinage, que les collègues locaux. On avait fait un petit peu le tour des éléments qu'on pouvait gratter. Et on restait un petit peu sec, comme on dit. On était un petit peu dans l'attente d'un petit indice qui pouvait nous permettre d'avancer. L'information qui va nous permettre d'élucider cette affaire, elle trouve son origine à la brigade des stupéfiants de la PJ Versailles à l'époque, puisqu'un des chefs de groupe, qui est le chef de groupe de voie publique, lui, il a une information disant qu'un individu qui a été interpellé pour vol à main armée par l'antenne PJ de Cergy dans le Val d'Oise, qui dépend donc de la PJ Versailles, va être extrait de prison. Il est d'Argenteuil, et lui, il apprend que ce type-là sait manifestement qui a tué Marinette Révillon. Donc, quand il est extrait de prison, nous, on part à l'antenne PJ de Cergy pour essayer de s'entretenir avec ce garçon, et avec qui on va discuter pendant 2 ou 3 heures, et il va effectivement nous dire, voilà, moi je sais pas ce qui s'est passé, tout ce que je peux vous dire, c'est que la rumeur à Argenteuil dit que c'est Ramani Abdelhak qui a commis ce meurtre. Ça arrive pas très souvent, mais il a été bavard. Et puis il a donné le nom, il a donné un nom qui figurait déjà dans les listings qu'on avait pu récupérer au commissariat. Donc là, ça commence à être bon, quoi. Ça commence à sentir bon, comme on dit. C'est déjà énorme dans le cadre d'une affaire comme ça d'avoir le nom de l'auteur. Il y a beaucoup de policiers qui aimeraient être dans la même situation que nous, je pense. Il confirme la rumeur qui circule dans le quartier. Il dit oui, moi j'ai entendu dire que oui, c'est quelqu'un que je connais, que je fréquente, et tout le monde dit que c'est lui. Et alors pourquoi la merde que c'est lui? Parce que il en a parlé à plusieurs personnes, qu'il est parti au bled juste après, qu'il est connu pour être violent. Donc voilà, tout le monde dans le quartier sait que c'est lui. Les enquêteurs ont enfin un nom, Abdelhak Ramani. Et même si ce nom n'est encore qu'une rumeur, pour la police judiciaire de Versailles, c'est une avancée de taille. Abdelhak Ramani, 22 ans, est bien connu des services de police. Domicilié à Argenteuil, la rumeur dit qu'il est retourné au bled, au Maroc. Il a fait l'objet de 4 condamnations dans le passé pour vol avec effraction et agression. Celui que désigne la rumeur a tout d'un délinquant récidiviste. Ramani, c'est un être qui galère, qui est un petit peu paresseux. Quand on voit son curriculum vitae, il a essayé de faire plombier, mais au bout de 2 mois, il a abandonné parce que c'était trop dur. Il n'a aucun déclic pour se dire « je vais m'en sortir ».
Donc il vit chez ses parents, tranquille, un grand paresseux, comme je dis, un grand méchant mou. Il va de café en café, il se prend une douzaine de joints par jour. Pas d'objectif, pas d'idéal, aucune culture. C'est une silhouette qui se promène comme ça. Les policiers tentent d'en savoir un peu plus sur Abdelhak Rahmani, mais ils veulent rester discrets. Pas question d'éveiller les soupçons du jeune homme, car s'il apprend que les services de police s'intéressent à lui, Abdelhak Rahmani risque de disparaître à jamais. Les policiers auditionnent donc plusieurs personnes qui le connaissent, mais évitent soigneusement ses proches intimes et sa famille. On essaye de savoir si effectivement c'est quelqu'un qui est violent, si c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des casses, si effectivement on se rend compte que c'est un jeune qui a des problèmes, c'est un jeune qui a l'habitude de boire. Et il était plus gérable. Une fois qu'il avait bu, c'était quelqu'un qui pouvait faire n'importe quoi, d'après ce que disaient ses proches, quoi. Ses proches nous disent que c'est quelqu'un qui fumait du shit. Et qui donc, sans travail et consommateur régulier de shit, dit forcément un besoin d'argent pour acheter les doses. Ça confirme que c'est quelqu'un qui est capable d'eux. On se dit, on étudie les affaires pour lesquelles il a été interpellé. Voilà, effraction, agression, voilà, c'est bon, c'est quelqu'un qui a le profil. Alors ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va travailler sur déjà parce qu'on ne sait pas s'il est tout seul, hein. On nous dit que c'est lui qui a fait ça, mais on ne sait pas s'il y a un guetteur, on ne sait absolument pas comment ça s'est passé à l'intérieur, hein, ni combien ils sont. Donc nous, on va travailler sur les gens qui sont dans son environnement, les gens de sa famille. On fait des repérages sur le domicile déclaré qui est celui de ses parents à Argenteuil. Et ensuite, on va mettre sur écoute la ligne fixe des parents d'Abdelhak Rahmani. À partir de ce moment-là, soit 3 semaines après le meurtre de Marie-Madeleine Révillon, les enquêteurs écoutent scrupuleusement toutes les conversations téléphoniques de la famille Rahmani. Et celle de la mère d'Abdelhak Rahmani intéresse particulièrement les policiers. Ce qu'on apprend, c'est qu'effectivement, Rahmani Abdelhak a disparu, puisque sur plusieurs conversations téléphoniques, sa mère dit qu'il n'est pas là, qu'il est au Maroc. On se doute, parce que l'écoute va durer très très longtemps, qu'il y a un phénomène qui a motivé le départ d'Abdelhak Rahmani au Maroc. La mère sait que quelque chose de grave s'est passé, mais manifestement, elle ne sait pas quoi. Ses proches lui disent de ne pas rentrer. On ne sait pas s'ils sont au courant de ce qu'il a fait, mais on voit qu'ils lui disent de ne pas rentrer parce qu'ils ont peur qu'on l'interpelle. Les policiers en ont la preuve. Abdelhak Rahmani a quelque chose à cacher et c'est pour cela qu'il a pris la fuite. Mais sur le territoire marocain, aucune autorité française ne peut l'interpeller. Seule solution pour les enquêteurs, attendre que le jeune homme décide de rentrer. On fait rien. On fait absolument rien parce que on veut pas que quelque chose contrarie sa décision de rentrer en France. Puisque s'il reste au Maroc, la seule solution, alors qu'on n'a pas encore la comparaison de l'empreinte palmaire avec Rahmani, hein, on ne sait pas si c'est la sienne, évidemment, on ne sait pas. On peut pas dénoncer les faits au Maroc parce qu'on n'a pas assez d'éléments objectifs pour lui attribuer ce meurtre. Et si on commence à droite à gauche à poser des questions sur Abdelhak Rahmani, ça va forcément lui revenir aux oreilles. Et il aura peut-être pas envie de rentrer tout de suite à ce moment-là. Donc c'est pas très compliqué, on fait rien. On est invisible, on écoute et on attend. On sait qu'à un moment donné, lui, il veut rentrer. Pour quel motif? C'est assez classique, hein. Les gens qui ont l'habitude de vivre en France et d'avoir leur vie en France, même s'ils sont originaires dans notre pays, même s'il y a de la famille dans notre pays, au bout d'un moment, ils s'y sentent plus très bien, ils ont la nostalgie de leur milieu et de leurs habitudes et ils finissent par rentrer. Au bout d'un mois, 2 mois, 6 mois, on sait qu'à un moment donné, il y aura quelque chose qui va se passer. Et la patience des policiers va payer. Au bout de 9 mois d'écoute téléphonique, ils apprennent, lors d'une conversation anodine de Madame Rahmani avec une cousine, qu'Abdelhak est rentré. Et donc il rentre, le 3 septembre, on investit donc l'appartement de ses parents là où il est. L'interpellation se passe bien, il est tranquille chez ses parents, il comprend pas pourquoi on vient le chercher, on lui dit sur quoi on enquête, il dit je comprends pas, j'y suis pour rien.
Les policiers placent aussitôt Abdelak Ramani en garde à vue et l'interrogent. Le jeune suspect est très calme et nie en bloc avoir une quelconque responsabilité dans le meurtre de Marinette Révillon. Il y a un décalage entre les constatations, le crime, la violence du crime et la passivité du gars qu'on a en garde à vue chez nous, hein, ça c'est clair. J'avais même trouvé ça décevant, moi. J'avais même trouvé ça décevant à l'époque, bon c'était il y a un moment déjà. Hein. Les policiers disposent de très peu d'éléments. Le crime est atroce et le suspect presque banal. Les dénégations de Ramani promettent un interrogatoire compliqué. Je vais être le seul à entendre. Hein. Je commence par lui présenter l'album. Est-ce que le quartier, ça te dit quelque chose? Ça lui dit rien, il n'y est jamais passé. C'est pas où c'est. À l'issue de cette première audition où il nie absolument tout, on lui prélève l'empreinte de sa paume. Il redescend en garde à vue manger tranquillement. Et pendant ce temps-là, les techniciens d'identité judiciaire font la comparaison entre sa paume à lui et la trace qui est retrouvée sur la fenêtre côté extérieur du logis de Madame Révillon. Et évidemment, la comparaison est positive, c'est la même. La trace palmaire retrouvée sur la scène du crime est le seul indice matériel dont disposent les policiers. Si elle correspond à l'empreinte de Ramani, c'est pour les enquêteurs la possibilité d'inverser le rapport de force pendant l'interrogatoire. Vers début d'après-midi, 15h, 15h30, deuxième audition, où là on discute, je dis t'as bien réfléchi. Puis là il est pas bien, on voit qu'il est pas super bien. Et quand je lui dis, je lui montre la photo du transfert de la trace, je lui montre la fenêtre, je lui dis tu vois la photo là, la trace, c'est ta main. Alors là il blémit, hein, et puis là il sent qu'il est coincé de toute façon. Lui il comprend tout de suite que c'est fini. Et là il raconte tout de suite. Le jeune Abdelak prétend que le 16 janvier 1996, après avoir fumé plus d'une dizaine de joints, il avait passé la soirée seul dans plusieurs bars d'Argenteuil. Il en était sorti vers 23 h environ, fortement alcoolisé. Il dit avoir erré pendant quelques instants dans les rues et s'être retrouvé devant le domicile de Marie-Madeleine Révillon, par hasard. Il raconte, il est entré chez la victime. Dans la rue de Marinette, à cette heure-là, seule la fenêtre de la vieille dame est éclairée. Le jeune Ramani déclare aux policiers que c'est d'ailleurs cette lumière qui a attiré son attention. Il dit également avoir jeté une pierre contre le carreau et s'être précipité sur la porte d'entrée. Une personne lui a ouvert, il a pénétré de force dans l'appartement. Il l'a frappé, il voulait sa carte bleue. Il n'a pas voulu, elle lui a dit j'ai pas de carte bleue, il l'a pas cru, il l'a frappé, il a été violent. Mais chez Marie-Madeleine Révillon, il n'y a rien à voler. La journaliste ne possède ni carte bleue ni objet de valeur. Elle le dit à son agresseur, mais pour le jeune Ramani, le refus d'obtempérer de la vieille dame est vécu comme un terrible affront. Il se met alors à la rouer de coups pour l'intimider et la faire parler. Il va même chercher un couteau de cuisine. Menaces, tortures, violences, le calvaire de Marinette se poursuit de pièce en pièce. Mais la vieille dame, qui n'a rien à donner à son agresseur, ne parle pas. Hors de lui, le jeune homme met l'appartement à sac et s'enfuit en désespoir de cause avec le seul objet qui peut lui rapporter un peu d'argent, une vieille télévision. Il laisse sa victime agonisante, à peine vivante. Il a pris la télé, il est sorti, c'était trop lourd, il s'est enfui. Et ensuite il se rend compte qu'il fait une énorme connerie et il part au Maroc. Abdelak Ramani explique aux policiers qu'après avoir déposé la télévision, il a traîné dans les rues d'Argenteuil et s'est endormi sur un banc. Il affirme ensuite être passé chez lui le lendemain matin, prendre un sac de voyage et s'être enfui au Maroc par le train. Et il nous dit, lui, qu'il est toxicomane à la résine de cannabis, au shit, hein, et que c'est pour se payer son shit qu'il essayait de trouver de l'argent, hein, tout simplement. Par contre, il essaie de minimiser son intention, ses actes, en disant ouais, je voulais pas la tuer, j'étais pas au courant. Quand on lui dit qu'elle est morte, il fait comme s'il n'était pas au courant, parce qu'il dit moi quand je suis parti, elle était toujours vivante. Alors, il n'a pas complètement tort, puisque effectivement, elle marque qu'elle est déclarée décédée qu'à 2 h du matin. Mais la pauvre, elle est dans un tel état qu'elle ne devait pas être bienveillante quand il est parti. Hein. Il ne peut pas nous expliquer pourquoi la victime est dans cet état-là, puisqu'il va nous dire que ça ne correspond pas au coup que lui a porté.
il reconnaît avoir sauté sur elle et l'avoir un petit peu frappée, mais manifestement pas autant que le médecin légiste a pu le constater. Parce qu'elle a été massacrée, hein, c'est clair. Et dans mes souvenirs, il dit pas qu'il la massacre. On lui dit, ouais, mais te rends pas compte, t'as frappé une vieille personne, c'était violent, tu lui as cassé des côtes, tu lui as arraché les cheveux. C'est possible, j'étais bourré, je m'en souviens pas bien. Dans tout état de cause, quand je suis parti, elle était vivante. Vous me dites qu'elle est morte, elle était vivante quand je suis parti. Si on compare les blessures qu'a subies la victime, qui ont été mises en lumière par l'autopsie, et les déclarations qu'il nous fait, lui, il prend pas pour lui l'intégralité des violences qui ont été subies par la victime. Il est hyper évasif sur les coups portés à Madame Révillon, et c'est tout juste si il n'est pas en train de nous dire que quelqu'un est passé derrière lui pour finir le boulot. Les aveux du suspect laissent planer un doute. Si, comme le dit Abdelak Ramani, une tierce personne a pénétré chez Madame Révillon le soir du meurtre, qui est-elle ? On le met en face de ce qui se passe, et surtout, on lui dit qu'il ment, parce que le tenancier du café le voit s'enfuir. Lui, il appelle les secours tout de suite. Donc il est impossible, comme il le dit, qu'un type passe derrière lui pour, comme on peut le dire, finir le travail. C'est impossible. C'est la preuve irréfutable qu'il ment. Abdelak Ramani semble bien être le seul coupable des blessures et tortures subies par Marinette ce 16 janvier 1996. Mais il dit ne pas se souvenir des coups portés sur sa victime. Est-il possible que l'effet des toxiques qu'il avait absorbés ce soir-là ait altéré son discernement? En d'autres termes, les joints qu'il avait fumés, additionnés aux alcools forts de la soirée, ont-ils pu modifier sa perception des événements? La plupart des toxiques ont un effet annihilateur des barrières morales habituelles. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est couramment admis. Et je pense que l'alcool et le cannabis ont peut-être joué un rôle, c'est possible, un rôle facilitateur, un rôle éventuellement révélateur, mais pas du tout un rôle originel. Le cannabis et l'alcool ne peuvent pas être considérés comme étant strictement à l'origine des faits. C'est pas possible. C'est une personnalité de type psychopathique qui éventuellement peut avoir des débordements comportementaux plus importants sous alcool et sous cannabis que s'il n'en avait pas pris. En fait, d'une façon générale, paraissait être un individu qui était déjà impulsif, et effectivement, peut-être que l'alcool et le cannabis ont facilité le passage à l'acte. Mais comme cause du passage à l'acte, non, c'est pas possible, et c'est simplement sa personnalité qui s'est révélée sous l'alcool et le cannabis. L'addiction aux toxiques d'Abdelak Ramani n'explique donc pas la violence extrême du crime. Pour les enquêteurs qui ont auditionné le jeune homme à plusieurs reprises, son passage à l'acte se justifie autrement. C'était un moyen pour obtenir quelque chose. Voilà, c'était pas quelqu'un qui se faisait plaisir à torturer, je pense pas. Mais tous les moyens étaient bons. Et on pense que c'est pas forcément rendu compte et que peut lui importer en fait de ce qui se passerait par la suite, quoi. C'est dans l'excitation, du moment, ça va de plus en plus loin, quoi. D'abord on tire les cheveux, après si ça résiste, et bon, on met une claque, deux claques, un coup de poing, je crois qu'il avait le mâchoire brisé, puis ça suffit pas, on appuie la tête par terre, enfin voilà, après tout s'enchaîne, quoi. Marie-Madeleine a été attaquée, torturée, battue à mort par son bourreau. Mais quel est le mobile du crime? Comment admettre que Marie-Madeleine ait été tuée pour une vieille télévision en noir et blanc? Cet acte violent et gratuit a profondément choqué et ému les habitants d'Argenteuil. La mairie a d'ailleurs tenu à rendre hommage à la journaliste. Depuis près de 10 ans, une rue porte aujourd'hui son surnom, Marinette Révillon. Une forme de reconnaissance vis-à-vis de cette femme qui aimait beaucoup sa ville, et qui était toujours à la recherche de quelque chose qui pouvait donner une mauvaise impression de la ville. Donc elle voulait savoir, elle participait à l'information à l'intérieur de la ville. Car Marinette était aimée de tous. Plus de 1500 personnes avaient d'ailleurs tenu à assister à ses obsèques. L'enterrement, c'est le moment le plus émouvant. On est au milieu de tous les gens qui l'aiment.
on est bouleversé devant ce petit cercueil et on ne sait pas trop quoi dire. Mais là encore, on a pu mesurer combien elle avait marqué quand même les esprits de gens, que ce soit au commissariat ou voire dans la ville. Certes, vous savez, une ville, surtout comme Argenteuil, ça bouge, ça, hein. Alors des années après, ça change. Mais elle avait marqué les gens de son époque, c'est clair. Hein. Ça marque les esprits, ça a marqué les policiers, ça a marqué les pompiers, ça a marqué tout le monde. C'est un petit peu comme si on racontait un cyclone et que tout d'un coup on était avalé par lui. On ne s'attend pas à cet épisode-là. Et donc ça crée un climat spécial sur les obsèques. Une victime de 84 ans, un suspect de 22 ans, toxicomane, qui avoue les faits mais nie l'horreur de la totalité de ses actes. À l'issue de sa garde à vue, Abdelhak Rahmani est mis en examen pour meurtre sur personnes particulièrement vulnérables, actes de torture et de barbarie, vol avec effraction. C'est le début de l'instruction. Quand il est présenté devant le juge d'instruction après sa garde à vue, il réitère ses aveux. Et donc, une fois qu'on l'a arrêté, qu'on a ses aveux, pour moi, l'affaire est terminée. Mais elle l'est pas. En fait, elle l'est pas. Parce que moi, à l'époque, j'ai pas complètement l'habitude, hein. Mais il y a toute l'instruction, il y a des choses à vérifier. Le juge d'instruction place Rahmani en détention à la maison d'arrêt d'Oni. Le dossier paraît simple. Pourtant, au bout d'un mois, l'affaire connaît un rebondissement pour le moins inattendu. Beaucoup plus tard, dans le cadre de l'instruction, Rahmani se rétracte. Il dit, le PV, c'est le policier qui l'a tapé et qui m'a forcé à le signer. C'est un complot de la police, au moment. Et je suis absolument pas l'auteur du meurtre de Madame Révillon. Un complot de la police. Des aveux déjà rédigés. Abdelhak Rahmani clame désormais son innocence. Mais la rétractation, c'est le sport national, souvent, chez les mis en examen. Il doit crier au mythe du complot parce que meurtre sur personnes vulnérables, acte de torture et de barbarie, je pense que son avocat a dû lui expliquer à quelle peine de prison il était confronté. Hein. Mais il faudrait qu'il m'explique pourquoi est-ce que, lors du premier interrogatoire de Rahmani, chez le juge d'instruction, pourquoi il réitère ses aveux circonstanciés. Hein? Là, le policier, il est pour rien. Là, il est pas là. Soi-disant, il peut pas inventer de PV, le policier. Là, c'est le juge. Alors, à ce moment-là, le juge d'instruction est un menteur. Le greffier, celui qui tape la déposition, est un menteur. Et l'avocat de Rahmani, qui l'assistait lors de sa première comparution dans le juge d'instruction, cet avocat-là est lui aussi un menteur. Ah oui. Tout le monde ment. Sauf Rahmani. Mais le jeune homme campe sur ses positions. Ce n'est pas lui qui a tué Marie-Madeleine Révillon. Son avocat construit sa défense. Il y a entre Rahmani et la victime un contraste étonnant. J'avais en face de moi Marinette qui bénéficiait d'une aura extraordinaire, et puis j'avais mon Rahmani, maghrébin, relativement peu sympathique, etc. Mais je ne le vois pas comme étant quelqu'un de particulièrement violent. C'est plutôt un grand mou, un grand nonchalant qui traîne sa paresse de café en café, si on essaye de caricaturer un tout petit peu. Et voir la bagarre, c'est ce qui ressort des pièces du dossier, des touffes de cheveux arrachées, aller ligoter nu sur son lit ou par terre. On trouve l'appartement sans dessus-dessous. C'est absolument extraordinaire. Et c'est là où mon attention est un petit peu envahie en me disant que ça ne colle pas. Je me suis dit, mais la rumeur, d'abord, a désigné Rahmani. Puis, la police, ses aveux. Ça paraît tellement logique. On dit, bon, c'est Rahmani, il n'y a pas à se poser de questions, il n'y a que Rahmani. Et là, je me dis, mais prenons le contre-pied, c'est peut-être pas Rahmani. Ce qui me fait avoir cette conviction, c'est que quand on regarde le dossier de très près, quand on l'étudie vraiment très très attentivement, il y a des failles, et je me dis, s'il y a peut-être une chance sur 1000, il faut l'utiliser.
14 mai 1998. Le procès d'Abdelhak Rahmani devant la cour d'assises du Val d'Oise débute. Il est accusé de meurtre sur personnes particulièrement vulnérables, actes de torture et de barbarie, vol avec effraction. Et au cours des 2 journées d'audience, le jeune homme va continuer à clamer son innocence. Moi, je suis entendu sur l'identification et les auditions d'Armani. Donc moi, je témoigne de façon normale en expliquant ce que j'ai fait et en expliquant à la présidente ce que Rahmani m'a dit pendant sa garde à vue. Et là, ensuite, la présidente me dit, oui, mais voilà, à la fin de mon témoignage, la présidente s'adresse à Rahmani en disant, ou le président, je sais plus, Monsieur Rahmani, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire le lieutenant, je crois que j'étais déjà encore lieutenant à l'époque, hein, le lieutenant du Châtel? Et ben il dit, mais c'est faux. C'est faux, il a tout inventé, le PV était prêt, j'ai eu qu'à signer, il m'a forcé à signer. Donc là, moi, je suis pas content, moi, quand j'entends ça. Et donc, je le regarde, je dis, t'as quand même pas du culot de raconter ça. Le rapport d'audition du 3 septembre 1996, rédigé par l'enquêteur Laurent Duchâtel, stipule clairement qu'Abdelhak Rahmani a affirmé avoir attaché les mains de sa victime, l'avoir frappé plusieurs fois en lui disant de lui donner sa carte bleue. Bien évidemment, la présidente lui dit, Monsieur Rahmani, vous avez avoué à la police. Oui, mais c'était tout préparé, j'ai même pas lu. Bon. Mais Monsieur Rahmani, le lendemain, vous avez renouvelé ces aveux devant le juge d'instruction. Oui, mais j'étais pas bien encore. J'étais pas bien. C'était pas moi. J'avais eu trop de pression, etc. Parce que je crois que même l'avocat va oser défendre la thèse du complot policier, alors qu'il y croit pas une minute. Hein. Mais bon, c'est son métier de mentir. Vous avez la police qui pendant 9 mois a fait son boulot. D'enquête, d'investigation, ils ont pris les empreintes, ils ont pris les photographies, etc. Donc eux, ils ont parfaitement l'affaire en tête. On lui suggère des réponses. Il faut voir comment ça se passe. On lui suggère des réponses. Et lui n'a que dire, il dit oui. Il dit oui. Moi, la scène de crime, je l'ai pas vue, j'ai vu que les albums photos et j'ai lu les PV. Donc, j'ai pas tilté sur certains détails. Sur les détails de son audition, c'est lui qui me les donne. Je les ai vérifiés après avec l'album. Mais moi, j'ai pas la connaissance visuelle de la scène de crime. Donc, les détails qu'il donne, moi, je les ai plus. Je les ai pas en mémoire. Je les ai pas. C'est ce que j'expliquais au président. Ils ont Rahmani, ils sont persuadés que c'est lui. Bon, alors, Rahmani, tu nous dis que c'est toi, hein. Bon, donc, la vieille, tu l'as ligotée avec son pyjama bleu, et puis, Le pyjama, quand je suis aux assises, je m'en suis même pas souvenu. Je m'en souvenais pas. Mais il dit, moi, pyjama bleu, c'est vous qui m'avez parlé du pyjama bleu. C'est lui qui m'en parle. Je peux pas avoir fait un faux PV. Il y a des détails qui sont dedans dont je me souviens même pas. L'enquête est peut-être orientée au sens où on ne pose pas suffisamment de questions précises à Rahmani. Vous êtes rentré comment? Vous êtes rentré dans quelle pièce? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel a été votre premier geste? Le couteau, il était où? Vous l'avez saisi comment? Pourquoi vous avez eu besoin d'un couteau? Il suffit pas d'avouer. Les aveux doivent être circonstanciés. S'ils sont pas circonstanciés, l'aveu, il est nul. Il sert à rien. Ça sert à rien pour un flic ou pour un accusé de dire, ou par un gardé à vue, ou qui vous voudrez, de dire, ouais, c'est moi. Oui, c'est moi, et puis quoi? C'est moi, et puis c'est tout. On peut rien faire de ça. Les jurés assistent à ces échanges. Accusation, dénégation. Le procès est animé. Au 2e jour d'audience, l'avocat de la défense plaide l'acquittement. Alors, je vais dire le doute. Alors, le doute, il est basé sur quoi? Il est basé sur le fait, ce qui est quand même extraordinaire, qu'on ne retrouve aucune empreinte de Rahmani à l'intérieur de l'appartement de Madame Revillon. Or, on sait que Rahmani ne portait pas de gants, on n'en a pas trouvé, on a trouvé son empreinte sur la fenêtre, il était à main nue, on ne retrouve aucune empreinte, on ne retrouve rien qui appartient de près ou de loin à Rahmani. Pas un cheveu, pas un bouton, pas rien. Donc ça, c'est quand même extraordinairement étonnant, alors qu'on a l'impression qu'il y a eu une bagarre, on a l'impression qu'il y a eu une véritable rixe dans l'appartement. On peut même se demander s'ils n'étaient pas plusieurs. On voit mal, si vous voulez, la scène du crime ne correspond pas
à ce qu'on peut attendre d'un débat musclé entre un Rahmani et une pauvre petite grand-mère sans défense. Le 15 mai 1998, Abdelhak Rahmani est condamné à une peine de 30 années de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 20 ans. La journaliste est passée de l'autre côté du miroir. De celle qui raconte un fait divers, elle est devenue celle qui en est elle-même la victime. Et c'est des sortes de mots fins qui s'inscrivent dans son sang. Les constatations, le crime, la violence du crime et la passivité du gars qu'on a en garde à vue chez nous, hein, ça c'est clair. J'avais même trouvé ça décevant, moi. J'avais même trouvé ça décevant à l'époque, bon c'était il y a un moment déjà. Hein. Les policiers disposent de très peu d'éléments. Le crime est atroce et le suspect presque banal. Les dénégations de Rahmani promettent un interrogatoire compliqué. Je vais être le seul à entendre. Hein. Je commence par lui présenter là-bas, est-ce que le quartier, ça te dit quelque chose? Ça lui dit rien, il est jamais passé, il sait pas où c'est. À l'issue de cette première audition où il nie absolument tout, on lui prélève l'empreinte de sa paume. Il redescend en garde à vue manger tranquillement, et pendant ce temps-là, les techniciens d'identité judiciaire font la comparaison entre sa paume à lui et la trace qui est retrouvée sur la fenêtre côté extérieur du logis de Madame Révillon. Et évidemment, la comparaison est positive, c'est la même. La trace palmaire retrouvée sur la scène du crime est le seul indice matériel dont disposent les policiers. Si elle correspond à l'empreinte de Rahmani, c'est pour les enquêteurs la possibilité d'inverser le rapport de force pendant l'interrogatoire. Vers début d'après-midi, 15h, 15h30, deuxième audition, où là on discute, je dis t'as bien réfléchi. Puis là, il est pas bien, on voit qu'il est pas super bien. Et quand je lui dis, je lui montre la photo du transfert de la trace, je lui montre la fenêtre, je lui dis, tu vois, la photo, là, la trace, c'est ta main. Alors là, il blêmit, hein. Et puis, là, il sent qu'il est coincé, de toute façon. Lui, il comprend tout de suite que c'est fini. Et là, il raconte tout de suite. Le jeune Abdelhak prétend que le 16 janvier 1996, après avoir fumé plus d'une dizaine de joints, il avait passé la soirée seul dans plusieurs bars d'Argenteuil. Il en était sorti vers 23 h environ, fortement alcoolisé. Il dit avoir erré pendant quelques instants dans les rues et s'être retrouvé devant le domicile de Marie-Madeleine Révillon, par hasard. Il raconte, il est entré chez la victime. Dans la rue de Marinette, à cette heure-là, seule la fenêtre de la vieille dame est éclairée. Le jeune Rahmani déclare aux policiers que c'est d'ailleurs cette lumière qui a attiré son attention. Il dit également avoir jeté une pierre contre le carreau et s'être précipité sur la porte d'entrée. Une personne lui a ouvert, il a pénétré de force dans l'appartement. Il l'a frappé, il voulait sa carte bleue. Il n'a pas voulu, elle lui a dit j'ai pas de carte bleue, il l'a pas cru, il l'a frappé, il a été violent. Mais chez Marie-Madeleine Révillon, il n'y a rien à voler. La journaliste ne possède ni carte bleue ni objet de valeur. Elle le dit à son agresseur, mais pour le jeune Rahmani, le refus d'obtempérer de le crime. Comment admettre que Marie-Madeleine ait été tuée pour une vieille télévision en noir et blanc? Cet acte violent et gratuit a profondément choqué et ému les habitants d'Argenteuil. La mairie a d'ailleurs tenu à rendre hommage à la journaliste. Depuis près de 10 ans, une rue porte aujourd'hui son surnom, Marinette Révillon. Une forme de reconnaissance vis-à-vis de cette femme qui aimait beaucoup sa ville et qui était toujours à la recherche de quelque chose qui pouvait donner une mauvaise impression de la ville. Donc elle voulait savoir, elle participait à l'information à l'intérieur de la ville. Car Marinette était aimée de tous. Plus de 1500 personnes avaient d'ailleurs tenu à assister à ses obsèques. L'enterrement, c'est le moment le plus émouvant. On est au milieu de tous les gens qui l'aiment. On est bouleversé devant ce petit cercueil. Et on ne sait pas trop quoi dire.
Mais là encore, j'ai pu mesurer combien elle avait marqué quand même les esprits de gens, que ce soit au commissariat ou voire dans la ville. Certes, vous savez, une ville, surtout comme Argenteuil, ça bouge, ça, hein. Alors des années après, ça change. Mais elle avait marqué les gens de son époque, c'est clair. Hein. Ça marque les esprits, ça a marqué les policiers, ça a marqué les pompiers, ça a marqué tout le monde. C'est un petit peu comme si on racontait un cyclone et tout d'un coup on était avalé par lui. On ne s'attend pas à cet épisode-là. Et donc ça crée un climat spécial sur les obsèques. Une victime de 84 ans, un suspect de 22 ans, toxicomane, qui avoue les faits mais nie l'horreur de la totalité de ses actes. À l'issue de sa garde à vue, Abdelhak Rahmani est mis en examen pour meurtre sur personne particulièrement vulnérable, acte de torture et de barbarie, vol avec effraction. C'est le début de l'instruction. Quand il est présenté devant le juge d'instruction après sa garde à vue, il réitère ses aveux. Et donc, moi, une fois qu'on l'a arrêté et qu'on a ses aveux, pour moi, l'affaire est terminée. Mais elle l'est pas. En fait, elle l'est pas. Parce que moi, à l'époque, j'ai pas complètement l'habitude, hein. Mais il y a toute l'instruction, il y a des choses à vérifier. Le juge d'instruction place Rahmani en détention à la maison d'arrêt d'Osny. Le dossier paraît simple. Pourtant, au bout d'un mois, l'affaire connaît un rebondissement pour le moins inattendu. Beaucoup plus tard, dans le cadre de l'instruction, Rahmani se rétracte. Il dit, le PV, c'est le policier qui l'a tapé et qui m'a forcé à le signer. C'est un complot de la police, au moment. Et je suis absolument pas... De brûlure, autre élément typique des cas de torture. Ce déchaînement de violence sur une personne aussi vulnérable motive particulièrement les policiers. À l'époque, moi, j'ai 3 ans de brigade criminelle à peu près, hein. Bon, des affaires, on en a vu d'autres depuis, hein. Mais l'assassinat d'une vieille dame de 80 ans avec les scènes de crime dans cet état-là, on voit qu'elle a été battue, que des cheveux de cette dame sont encore collés au plafond, si je me souviens bien, que tout est retourné, qu'il y a eu des traces de lutte. Une vieille dame de 80 ans, en principe, elle n'a pas à mourir comme ça. Donc c'est toujours hyper intéressant, entre guillemets, c'est malheureux à dire, mais pour des techniciens comme nous, c'est toujours intéressant quand ça se passe de cette façon-là. Cela fait 2 jours que Marie-Madeleine est morte et pour l'instant, le mystère reste entier. Il n'y avait pas de billes, il n'y avait pas de piste. Donc une vieille dame comme ça qui se fait tuer de cette façon-là, moi je m'étais dit, il faut absolument qu'on arrive à sortir ça. On est là pour ça. 8 jours après les faits, c'est la déception à la police judiciaire de Versailles. Les résultats des prélèvements tombent. Toutes les traces papillaires et tout le sang analysé à partir des scellés appartiennent à Marie-Madeleine Révillon. Seul espoir, l'empreinte palmaire relevée sur le rebord extérieur de la fenêtre du salon. L'empreinte palmaire, elle donne rien pour l'instant, et pour la bonne raison que dans le cadre des relevés systématiques d'empreintes des gens qu'on place en garde à vue, on prend les empreintes des doigts systématiquement. Et on ne prend pas systématiquement les empreintes palmaires. C'est un protocole. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Le protocole dit qu'on prend les doigts, des 2 mains. Le souci, c'est qu'en France, il n'y a pas de fichier d'empreinte palmaire à l'époque. Et donc, on n'a aucun moyen de rentrer cette empreinte dans un fichier comme c'est faisable aujourd'hui pour les empreintes digitales, hein, qu'on appelle le FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales. Et donc, on n'aura qu'un seul moyen de savoir à qui est cette paume, c'est quand on l'aura comparée avec la personne à qui elle appartient. Et c'est tout. Au départ, quand on n'a pas, on ratisse toute la vie et tous les éléments qu'on a. Là, c'est le voisinage total, donc c'est les pavillons à côté, c'est la famille, c'est les connaissances de la personne, c'est les collègues de police, la police locale qui peut nous dire si effectivement il y a des gens qui sont connus pour des casses dans le coin ou pas du tout, s'il y a des choses particulières qui sont produites la nuit, s'il y a des gens qui ont été contrôlés dans le coin. À côté du domicile, il y avait un bar. Et donc, à ce sujet-là, on a eu déjà une petite avancée concernant un individu qui aurait été vu dans la soirée de façon très floue. Hein. 14 mai 1998. Le procès d'Abdelhak Rahmani devant la cour d'assises du Val d'Oise débute.
Il est accusé de meurtre sur personne particulièrement vulnérable, acte de torture et de barbarie, vol avec effraction. Et au cours des 2 journées d'audience, le jeune homme va continuer à clamer son innocence. Moi, je suis entendu sur l'identification et les auditions d'Armani. Donc moi, je témoigne de façon normale en expliquant ce que j'ai fait et en expliquant à la présidente ce que Armani m'a dit pendant sa garde à vue. Et là, ensuite, la présidente me dit, oui, mais voilà, à la fin de mon témoignage, la présidente s'adresse à Armani en disant, ou le président, je sais plus, Monsieur Armani, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire le lieutenant, je crois que j'étais déjà encore lieutenant à l'époque, hein, le lieutenant du Châtel? Et ben, il dit, mais c'est faux. C'est faux, il a tout inventé, le PV était prêt, j'ai eu qu'à signer, il m'a forcé à signer. Donc là, moi, je suis pas content, moi, quand j'entends ça. Et donc, je le regarde, je dis, mais t'as quand même pas du culot de raconter ça. Le rapport d'audition du 3 septembre 1996, rédigé par l'enquêteur Laurent Duchâtel, stipule clairement qu'Abdelhak Rahmani a affirmé avoir attaché les mains de sa victime, l'avoir frappé plusieurs fois en lui disant de lui donner sa carte bleue. Bien évidemment, la présidente lui dit, Monsieur Rahmani, vous avez avoué à la police. Oui, mais c'était tout préparé, j'ai même pas lu. Bon. Mais Monsieur Rahmani, le lendemain, vous avez renouvelé ces aveux devant le juge d'instruction. Oui, mais j'étais pas bien encore. J'étais pas bien. C'était pas moi. J'avais eu trop de pression, etc. Parce que je crois que même l'avocat va oser défendre la thèse du complot policier, alors qu'il y croit pas une minute. Hein. Mais bon, c'est son métier de mentir. Vous avez la police qui pendant 9 mois a fait son boulot. D'enquête, d'investigation, ils ont pris les empreintes, ils ont pris les photographies, etc. Donc eux, ils ont parfaitement l'affaire en tête. On lui suggère des réponses. Il faut voir comment ça se passe. On lui suggère des réponses. Et lui n'a que dire, il dit oui. Il dit oui. Moi, la scène de crime, je l'ai pas vue, j'ai vu que les albums photos et j'ai lu les PV. Donc j'ai pas tilté sur certains détails. Sur les détails de son audition, c'est lui qui me les donne. Je les ai vérifiés après avec l'album. Mais moi, j'ai pas la connaissance visuelle de la scène de crime. Donc les détails qu'il donne, moi, je les ai plus. Je les ai pas en mémoire. Je les ai pas. C'est ce que j'expliquais au président. Ils ont Rahmani, ils sont persuadés que c'est lui. Bon, alors, Rahmani, tu nous dis que c'est toi, hein. Bon, donc, la vieille, tu l'as ligotée avec son pyjama bleu, et puis, Le pyjama, quand je suis aux assises, je m'en suis même pas souvenu. Tous les gens qui l'aiment, on est bouleversés devant ce petit cercueil. Et on ne sait pas trop quoi dire. Mais là encore, j'ai pu mesurer combien elle avait marqué quand même les esprits de gens, que ce soit au commissariat ou voire dans la ville. Certes, vous savez, une ville, surtout comme Argenteuil, ça bouge, ça, hein. Alors des années après, ça change. Mais elle avait marqué les gens de son époque, c'est clair. Hein. Ça marque les esprits, ça a marqué les policiers, ça a marqué les pompiers, ça a marqué tout le monde. C'est un petit peu comme si on racontait un cyclone et tout d'un coup on était avalé par lui. On ne s'attend pas à cet épisode-là. Et donc ça crée un climat spécial sur les obsèques. Une victime de 84 ans, un suspect de 22 ans, toxicomane, qui avoue les faits mais nie l'horreur de la totalité de ses actes. À l'issue de sa garde à vue, Abdelhak Rahmani est mis en examen pour meurtre sur personne particulièrement vulnérable, acte de torture et de barbarie, vol avec effraction. C'est le début de l'instruction. Quand il est présenté devant le juge d'instruction après sa garde à vue, il réitère ses aveux. Et donc, moi, une fois qu'on l'a arrêté et qu'on a ses aveux, pour moi, l'affaire est terminée. Mais elle l'est pas. En fait, elle l'est pas. Parce que moi, à l'époque, j'ai pas complètement l'habitude, hein. Mais il y a toute l'instruction, il y a des choses à vérifier. Le juge d'instruction place Rahmani en détention à la maison d'arrêt d'Osny. Le dossier paraît simple. Pourtant, au bout d'un mois, l'affaire connaît un rebondissement pour le moins inattendu. Beaucoup plus tard, dans le cadre de l'instruction, Rahmani se rétracte. Il dit, le PV, c'est le policier qui l'a tapé et qui m'a forcé à le signer. C'est un complot de la police, au moment. Et je suis absolument pas l'auteur du meurtre de Madame Révillon. Un complot de la police.
Des aveux déjà rédigés. Abdelhak Rahmani clame désormais son innocence. Mais la rétractation, c'est le sport national, souvent, chez les mis en examen. Il doit crier au mythe du complot, parce que meurtre sur personne vulnérable, acte de torture et de barbarie, je pense que son avocat a dû lui expliquer à quelle peine de prison il était confronté. Mais il faudrait qu'il m'explique pourquoi est-ce que, lors du premier interrogatoire de Rahmani, chez le juge d'instruction, pourquoi il réitère ses aveux circonstanciés. Là, le policier, il est pour rien, là, il est pas là, soi-disant, il peut pas inventer de PV, le policier, là, c'est le juge. Alors, à ce moment-là, le juge d'instruction est un menteur, le greffier, celui qui tape la déposition, est un menteur, et l'avocat de Rahmani, qui l'assistait lors, qui a commis ce meurtre. Ça n'arrive pas très souvent, mais il a été bavard. Et puis il a donné le nom, il a donné un nom qui figurait déjà dans les listings qu'on avait pu récupérer au commissariat. Donc là, ça commence à être bon, quoi. Ça commence à sentir bon, comme on dit. C'est déjà énorme dans le cadre d'une affaire comme ça d'avoir le nom de l'auteur. Il y a beaucoup de policiers qui aimeraient être dans la même situation que nous, je pense. Il confirme la rumeur qui circule dans le quartier. Il dit oui, moi j'ai entendu dire que oui, c'est quelqu'un que je connais, que je fréquente, et tout le monde dit que c'est lui. Et alors pourquoi la merde que c'est lui? Parce que il en a parlé à plusieurs personnes, qu'il est parti au bled juste après, qu'il est connu pour être violent. Donc voilà, tout le monde dans le quartier sait que c'est lui. Les enquêteurs ont enfin un nom, Abdelhak Rahmani. Et même si ce nom n'est encore qu'une rumeur, pour la police judiciaire de Versailles, c'est une avancée de taille. Abdelhak Rahmani, 22 ans, est bien connu des services de police. Domicilié à Argenteuil, la rumeur dit qu'il est retourné au bled, au Maroc. Il a fait l'objet de 4 condamnations dans le passé, pour vol avec effraction et agression. Celui que désigne la rumeur a tout d'un délinquant récidiviste. Rahmani, c'est un être qui galère, qui est un petit peu paresseux. Quand on voit son curriculum vitae, il a essayé de faire plombier, mais au bout de 2 mois, il a abandonné parce que c'était trop dur. Il n'a aucun déclic pour se dire « je vais m'en sortir ». Donc il vit chez ses parents, tranquille, un grand paresseux, comme je dis, un grand méchant mou. Il va de café en café, il se prend une douzaine de joints par jour. Pas d'objectif, pas d'idéal, aucune culture. C'est une silhouette qui se promène comme ça. Les policiers tentent d'en savoir un peu plus sur Abdelhak Rahmani, mais ils veulent rester discrets. Pas question d'éveiller les soupçons du jeune homme. Car s'il apprend que les services de police s'intéressent à lui, Abdelhak Rahmani risque de disparaître à jamais. Les policiers auditionnent donc plusieurs personnes qui le connaissent, mais évitent soigneusement ses proches intimes et sa famille. On essaye de savoir si effectivement c'est quelqu'un qui est violent, si c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des casses, si effectivement on se rend compte que c'est un jeune qui a des problèmes, c'est un jeune qui a l'habitude de boire. Et il était plus gérable. Une fois qu'il avait bu, c'était quelqu'un qui pouvait faire n'importe quoi, d'après ce que disaient ses proches. Ses proches nous disent que c'est quelqu'un qui fumait du shit. Et qui donc, sans travail et consommateur régulier de shit, dit forcément besoin d'argent pour acheter les doses. Ça confirme que c'est quelqu'un qui est capable d'eux. Élevé dans les 3 pièces de l'appartement, des mouchoirs en papier tachés de sang. Des mouchoirs ensanglantés. On s'y attend pas, c'est pas un élément qu'on a l'habitude de rencontrer. Alors sur ces mouchoirs, donc, il y a des traces de sang. Il y a des traces de sang, pourquoi? Est-ce qu'ils ont été en contact avec une blessure? Est-ce qu'ils servaient à éponger une blessure? Ou est-ce qu'ils étaient présents sous une blessure, et donc les traces passives sont venues souiller ces mouchoirs? Ou alors, la victime comme l'auteur l'ont utilisé pour essuyer une arme ensanglantée, ou la victime s'est essuyé le front avec. À travers la forme des traces de sang, il n'est pas possible d'identifier l'acte d'une victime se soignant ou l'acte d'un agresseur se nettoyant. Dans le salon, la police technique et scientifique saisit également des éclats de verre et un sac à main vidé de son contenu. Ces 2 éléments sont placés sous scellé. Dans la chambre, lieu où Marie-Madeleine Révillon a été retrouvée, les techniciens saisissent le bas de pyjama de la victime, avec lequel elle a été retrouvée ligotée.
Ils placent aussi sous scellé un couteau de cuisine muni d'une lame de 14 cm présentant des traces de sang. Le couteau est envoyé au laboratoire. Les enquêteurs espèrent que les analyses permettront d'isoler l'ADN de l'agresseur. Alors que les premières constatations se terminent, la vieille dame décède à l'hôpital. Il est 2h15 du matin. Marie-Madeleine a agonisé plus de 3 heures. Son corps est transporté au service médico-légal de Garches pour être autopsié. À l'examen externe, le médecin légiste note en premier lieu la taille et le poids de Marie-Madeleine. 1,46 m et 38 kg. La victime était particulièrement vulnérable. Et le légiste dénombre sur le cadavre d'importantes lésions. Ce qui frappe sur le corps de Marinette Révillon, c'est le nombre de lésions. On a un ensemble d'associations de fractures sur les côtes, à la limite des arcs moyens et des arcs antérieurs, qui commencent à la première côte, qui vont jusqu'à la 5e, 6e côte. Sur la région frontotemporale droite, on a une plaie. Bon, c'est pas une plaie énorme, mais c'est une plaie quand même. Les hématomes sont quand même des hématomes larges. Bon, c'est vrai que les personnes âgées ont peut-être plus facilement tendance à saigner, mais c'est surtout leur association qui va faire la gravité des violences. C'est vraiment la traduction d'un déchaînement de violence sur une personne qui a toutes les apparences d'une personne vulnérable. Petit gabarit, petite taille, corpulence plutôt menue, personne âgée. Cela démontre à la fois un acharnement et le fait que l'auteur a réellement pris son temps pour faire tout ça. Il faut beaucoup de temps pour porter 20 coups. Il faut du temps. Ce qu'ils ont déplacé afin que nous puissions effectuer de bonnes constatations. La police judiciaire de Versailles est dépêchée sur la scène du crime pour effectuer les premières constatations. On m'appelle, on me dit, voilà, donc il y a une personne qui a été découverte gravement blessée à son domicile, à Argenteuil. C'est une dame âgée, l'appartement est fouillé, elle est gravement blessée, elle est partie à l'hôpital. Voilà, donc la PJ est saisie, Magas criminel est saisie. Et donc, dans ce cadre-là, on se transporte sur les lieux. Le logement de la victime, composé de 3 pièces, est un véritable champ de bataille. Le sol est jonché de divers objets brisés, de vêtements éparpillés et de touffes de cheveux gris, probablement ceux de la victime. Un appartement en grand désordre, avec visiblement la fouille des meubles, des choses éparpillées un petit peu partout au sol, des traces de sang. La police technique et scientifique prélève les touffes de cheveux arrachées dans le salon, la cuisine et la chambre. Elle les place sous scellé. Sur le sol, les techniciens remarquent de nombreuses taches de sang, ce qui indique que la scène du crime s'est déroulée dans les 3 pièces de l'appartement. La scène de crime s'est déroulée dans la totalité de la maison et que voilà, elle a subi des coups à tel endroit, elle a subi d'autres coups à d'autres endroits, encore d'autres coups à d'autres endroits. Donc on a 2 éléments. Déjà, une mobilité de la scène, ce qui interdit un acte de violence soudain et qui se stoppe aussitôt. On a donc soit l'agresseur qui agresse, qui continue d'agresser, qui bouge avec sa victime et qui l'agresse encore à nouveau, ou alors une agression, une tentative de fuite vers un autre endroit, une deuxième agression, une tentative de fuite, 3e agression. C'est les 2 éléments pour l'instant qui restent, mais en aucun cas, parce que souvent on a un agresseur qui va arriver, qui va nous décrire un acte de violence soudain dû pour une raison quelconque et qui ensuite il arrête. Là, la première lecture nous dit que non, on n'est pas face à ça. On est face à une agression qui a duré dans le temps et où les successions, où les scènes de violence se sont succédées les unes aux autres. Dans la cuisine, à gauche du radiateur, se trouve une importante trace de sang. Les techniciens procèdent au prélèvement. Les premiers intervenants vont parler d'une grosse trace au-dessus d'un radiateur et c'est la trace sur laquelle ils vont faire des prélèvements. Malheureusement, nous n'avons sur cette trace que l'élément grosse trace. À cette époque, en 1996, lorsqu'on veut relever une trace dans le but d'un ADN, on va plutôt aller vers une grosse trace, entre guillemets, qu'une toute petite trace, parce que au moins dans la grosse, on est sûr d'avoir assez de matière pour faire un ADN. Je pense que c'est pour cela qu'il s'est dirigé vers cette grosse trace sans donner plus d'explications sur la morphologie.
La police technique et scientifique cherche aussi à révéler des traces papillaires. Rien, là il n'est pas là, soi-disant il ne peut pas inventer de PV le policier, là c'est le juge. Alors à ce moment-là, le juge d'instruction est un menteur, le greffier, celui qui tape la déposition est un menteur, et l'avocat de Ramani qui l'assistait lors de sa première comparution dans le juge d'instruction, cet avocat-là est lui aussi un menteur. Ah oui, tout le monde ment, sauf Ramani. Mais le jeune homme campe sur ses positions. Ce n'est pas lui qui a tué Marie-Madeleine Révillon. Son avocat construit sa défense. Il y a entre Ramani et la victime un contraste étonnant. J'avais en face de moi Marinette qui bénéficiait d'une aura extraordinaire, et puis j'avais mon Ramani, maghrébin, relativement peu sympathique, etc. Mais je ne le vois pas comme étant quelqu'un de particulièrement violent. C'est plutôt un grand mou, un grand nonchalant qui traîne sa paresse de café en café, si on essaye de caricaturer un tout petit peu. Et voir la bagarre, c'est ce qui ressort des pièces du dossier, des touffes de cheveux arrachées, aller ligoter nu sur son lit ou par terre, on trouve l'appartement sans dessus-dessous. C'est absolument extraordinaire. Et c'est là où mon attention est un petit peu envahie en me disant que ça ne colle pas. Je me suis dit, mais la rumeur, d'abord, a désigné Ramani, puis la police, ses aveux, ça paraît tellement logique. On dit, bon, c'est Ramani, il n'y a pas à se poser de questions, il n'y a que Ramani. Et là, je me dis, mais prenons le contre-pied, c'est peut-être pas Ramani. Ce qui me fait avoir cette conviction, c'est que quand on regarde le dossier de très près, quand on l'étudie vraiment très très attentivement, il y a des failles, et je me dis, s'il y a peut-être une chance sur 1000, il faut l'utiliser. 14 mai 1998. Le procès d'Abdelhak Ramani devant la cour d'assises du Val d'Oise débute. Il est accusé de meurtre sur personnes particulièrement vulnérables, actes de torture et de barbarie, vol avec effraction. Et au cours des 2 journées d'audience, le jeune homme va continuer à clamer son innocence. Moi, je suis entendu sur l'identification et les auditions d'Ramani. Donc moi, je témoigne de façon normale, en expliquant ce que j'ai fait et en expliquant à la présidente ce que Ramani m'a dit pendant sa garde à vue. Et là, ensuite, la présidente me dit, oui, mais voilà, à la fin de mon témoignage, la présidente s'adresse à Ramani en disant, ou le président, je sais plus. J'étais bourré, je m'en souviens pas bien. Dans tout état de cause, quand je suis parti, elle était vivante. Vous dites qu'elle est morte, elle était vivante quand je suis parti. Si on compare les blessures qu'a subies la victime, qui ont été mises en lumière par l'autopsie, et les déclarations qu'il nous fait, lui, il ne prend pas pour lui l'intégralité des violences qui ont été subies par la victime. Il est hyper évasif sur les coups portés à Madame Révillon, et c'est tout juste si il n'est pas en train de nous dire que quelqu'un est passé derrière lui pour finir le boulot. Les aveux du suspect laissent planer un doute. Si, comme le dit Abdelhak Ramani, une tierce personne a pénétré chez Madame Révillon le soir du meurtre, qui est-elle ? On le met en face de ce qui se passe, et surtout, on lui dit qu'il ment, parce que le tenancier du café le voit s'enfuir. Lui, il appelle les secours tout de suite. Donc il est impossible, comme il le dit, qu'un type passe derrière lui pour, comme on peut le dire, finir le travail. C'est impossible. C'est la preuve irréfutable qu'il ment. Abdelhak Ramani semble bien être le seul coupable des blessures et tortures subies par Marinette ce 16 janvier 1996. Mais il dit ne pas se souvenir des coups portés sur sa victime. Est-il possible que l'effet des toxiques qu'il avait absorbés ce soir-là ait altéré son discernement ? En d'autres termes, les joints qu'il avait fumés, additionnés aux alcools forts de la soirée, ont-ils pu modifier sa perception des événements ? La plupart des toxiques ont un effet annihilateur des barrières morales habituelles. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est couramment admis.
Et je pense que l'alcool et le cannabis ont peut-être joué un rôle, c'est possible, un rôle facilitateur, un rôle éventuellement révélateur, mais pas du tout un rôle originel. Le cannabis et l'alcool ne peuvent pas être considérés comme étant strictement à l'origine des faits. C'est pas possible. C'est une personnalité de type psychopathique qui éventuellement peut avoir des débordements comportementaux plus importants sous alcool et sous cannabis que s'il n'en avait pas pris. En fait, d'une façon générale, paraît être un individu qui était déjà impulsif, et effectivement, peut-être que l'alcool et le cannabis ont facilité le passage à l'acte. Mais comme cause du passage à l'acte, non, c'est pas possible, et c'est simplement sa personnalité qui s'est révélée sous l'alcool et le cannabis. L'addiction aux toxiques d'Abdelak Rahmani n'explique donc pas la violence extrême du crime. Pour les enquêteurs qui ont auditionné le jeune homme à plusieurs reprises, son passage à l'acte se justifie autrement. C'était un moyen pour obtenir quelque chose. Voilà, c'était pas quelqu'un qui se faisait plaisir à torturer, je pense pas. Mais tous les moyens étaient bons. Et on pense que c'est pas forcément... Et que peut lui importer en fait de ce qui se passerait par la suite, quoi. C'est dans l'excitation, du moment, ça va de plus en plus loin, quoi. D'abord on tire les cheveux, après si ça résiste, et bon, on met une claque, deux claques, un coup de poing, je crois qu'il avait le marchand brisé. Puis ça suffit pas, on appuie la tête par terre, enfin voilà, c'est... Après tout s'enchaîne, quoi. Marie-Madeleine a été attaquée, torturée, battue à mort par son bourreau. Mais quel est le mobile du crime? Comment admettre que Marie-Madeleine ait été tuée pour une vieille télévision en noir et blanc? Cet acte violent et gratuit a profondément choqué et ému les habitants d'Argenteuil. La mairie a d'ailleurs tenu à rendre hommage à la journaliste. Depuis près de 10 ans, une rue porte aujourd'hui son surnom, Marinette Révillon. Une forme de reconnaissance vis-à-vis de cette femme qui aimait beaucoup sa ville et qui était toujours à la recherche de quelque chose qui pouvait donner une mauvaise impression de la ville. Donc elle voulait savoir, elle participait à l'information à l'intérieur de la ville. Car Marinette était aimée de tous. Plus de 1500 personnes avaient d'ailleurs tenu à assister à ses obsèques. L'enterrement, c'est le moment le plus émouvant. On est au milieu de tous les gens qui l'aiment. On est bouleversé devant ce petit cercueil. Et on ne sait pas trop quoi dire. Mais là encore, on a pu mesurer combien elle avait marqué quand même les esprits de gens, que ce soit au commissariat ou voire dans la ville. Certes, vous savez, une ville, surtout comme Argenteuil, ça bouge, ça, hein. Alors des années après, ça change. Mais elle avait marqué les gens de son époque, c'est clair. Hein. Ça marque les esprits, ça a marqué les policiers, ça a marqué les pompiers, ça a marqué tout le monde. C'est un petit peu comme si on racontait un cyclone et que tout d'un coup on était avalé par lui. On ne s'attend pas à cet épisode-là. Et donc ça crée un climat spécial sur les obsèques. Une victime de 84 ans, un suspect de 22 ans, toxicomane, qui avoue les faits mais nie l'horreur de la totalité de ses actes. À l'issue de sa garde à vue, Abdelak Rahmani est mis en examen pour meurtre sur personnes particulièrement vulnérables, actes de torture et de barbarie, vol avec effraction. C'est le début de l'instruction. Quand il est présenté devant le juge d'instruction après sa garde à vue, il réitère ses aveux. Et donc, moi, une fois qu'on l'a arrêté et qu'on a ses aveux, pour moi, l'affaire est terminée. Mais elle l'est pas. En fait, elle l'est pas. Parce que moi, à l'époque, j'ai pas complètement... L'auteur des faits s'est servi du couteau pour intimider sa victime, pas pour la tuer. L'autopsie se poursuit. Cette personne n'a pas fait une hémorragie interne au sens où on l'entend d'habitude, mais elle s'est quand même vidée de son sang dans ses parties molles, du fait des coups. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les violences conjugales sur un espèce d'acharnement, par exemple de l'homme sur la femme, la répétition des coups qui entraîne cette spoliation sanguine. S'il y avait eu moins de coups portés, elle avait beaucoup de chances d'en réchapper. Parce qu'on n'a pas de lésions majeures.
On n'a pas de lésion qui entraîne la mort par une atteinte d'un organe, une atteinte vitale d'un organe. Le médecin légiste est formel. C'est le nombre important de lésions sur tout le corps qui est la cause directe du décès. Marie-Madeleine Révillon a été battue, martyrisée, suppliciée. Ses cheveux, arrachés par poignées, sont l'une des caractéristiques reconnues de la torture. Même chose pour la plaie superficielle par arme blanche. Le médecin cherche alors sous ses pieds des traces de brûlure, autre élément typique des cas de torture. Ce déchaînement de violence sur une personne aussi vulnérable motive particulièrement les policiers. À l'époque, moi, j'ai 3 ans de brigade criminelle à peu près. Hein. Bon, des affaires, on en a vu d'autres depuis, hein. Mais l'assassinat d'une vieille dame de 80 ans avec les scènes de crime dans cet état-là, on voit qu'elle a été battue, que des cheveux de cette dame sont encore collés au plafond, si je me souviens bien, que tout est retourné, qu'il y a eu des traces de lutte. Une vieille dame de 80 ans, en principe, elle n'a pas à mourir comme ça. Donc c'est toujours hyper intéressant, entre guillemets, c'est malheureux à dire, mais pour des techniciens comme nous, c'est toujours intéressant quand ça se passe de cette façon-là. Cela fait 2 jours que Marie-Madeleine est morte et pour l'instant, le mystère reste entier. Il n'y avait pas de billes, il n'y avait pas de piste. Donc une vieille dame comme ça qui se fait tuer de cette façon-là, moi je m'étais dit, il faut absolument qu'on arrive à sortir ça. On est là pour ça. 8 jours après les faits, c'est la déception à la police judiciaire de Versailles. Les résultats des prélèvements tombent. Toutes les traces papillaires et tout le sang analysé à partir des scellés appartiennent à Marie-Madeleine Révillon. Seul espoir, l'empreinte palmaire relevée sur le rebord extérieur de la fenêtre du salon. L'empreinte palmaire, elle donne rien pour l'instant, et pour la bonne raison que dans le cadre des relevés systématiques d'empreintes des gens qu'on place en garde à vue, on prend les empreintes des doigts systématiquement. Et on ne prend pas systématiquement les empreintes palmaires. C'est un protocole. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Le protocole dit qu'on prend